les recommandations et les données de l'Organisation mondiale de la santé, l'AHAS, le Collège des gynécologues obstétriciens français et l'European College de gynéco-obstétrique et reproduction. En introduction, je dirais que dès l'Antiquité apparaissait le souci de limitation des naissances. Variant selon les cultures, les religions et les civilisations, la contraception a bel et bien une histoire. Déjà en 1600 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, les femmes s'introduisaient des pierres dans le vagin pour éviter d'être enceintes. Ça nous rappelle un petit peu le stérilet que nous connaissons. Et puis les Égyptiens, quant à eux, ils auraient inventé le premier contraceptif masculin à partir d'intestins d'animaux, comme du chien, et il serait le précurseur du préservatif de nos jours. Et puis on a découvert des écrits très anciens avec de multiples recettes, toutes sortes de recettes pour éviter aux femmes de tomber enceintes. La contraception sera de tout temps combattue par les instances religieuses et politiques, objet de combat de mouvements féministes vifs au XXe siècle. Le concept de programmation de naissance est né. C'est la possibilité pour un couple de choisir d'avoir un enfant à un moment opportun. La première pilule hormonale a vu le jour aux États-Unis en 1956. La légalisation de la contraception est venue tardivement. Elle ne s'est faite en France, par exemple, qu'en 1967. En Algérie, le premier centre de planification familiale a vu le jour en 1974 et d'après le ministère de la Santé, avant 1970, la contraception pratiquement n'existe pas. Et en 2006, 62% des couples étaient utilisateurs de contraception. La contraception œstroprogestative est la plus utilisée en Algérie, comme partout dans le monde. Par contre, le stérilet a la part faible en Algérie, à peine 4% en 2010, contre 30% au Maroc, 20% en Tunisie et 15% en France. La contraception... Non, là je suis revenue en arrière. On arrive au vif du sujet, c'est la consultation pour contraception. Elle commence donc par un entretien, recueil d'informations, puis le choix de la méthode contraceptive adaptée à la patiente après une décision partagée. Décision partagée veut dire information de la patiente sur les méthodes existantes, avantages et inconvénients de chacune. Impliquer la patiente dans le choix de la méthode. Le choix peut être une consultation hormonale, œstroprogestative ou microprogestative, avec différentes voies d'administration, ou bien une contraception non hormonale, comme le dispositif intra-utérin au cuivre, essentiellement, et puis les mesures barrières. On verra que le souci dans la prescription se pose surtout avec les œstroprogestatifs. Les éléments essentiels à recueillir lors de la consultation pour contraception sont ceux qui vont impacter le choix de la méthode à utiliser, c'est-à-dire rechercher les contre-indications et les situations à risque, recueillir les antécédents vasculaires veineux et artériels, familiaux et personnels, le poids à la recherche de l'obésité, la tension artérielle, on verra les contre-indications dans l'HTA, le tabagisme et les antécédents médicaux et les traitements. Dans les antécédents médicaux de la patiente, on peut mettre beaucoup de pathologies, exemple le diabète, le cancer, les maladies inflammatoires, etc. Et puis un élément important qu'on oublie souvent, c'est l'antécédent de migraine, avec ou sans aura. On verra que ça peut être une contre-indication. On commence par la contraception combinée œstroprogestative. Alors c'est une association d'un œstrogène et d'un progestatif. Son action principale est antigonadotrope, c'est-à-dire empêcher l'ovulation. Elle existe par voie orale
qu'on appelle contraception orale combinée ou bien pilule combinée, elle existe aussi par voie locale, en patch et en anneau. L'enjeu avec la contraception œstroprogestative, c'est le risque de cancer, mais beaucoup plus que les cancers, c'est les accidents vasculaires, artériels avec les AVC et le risque IDL, veineux avec le risque de maladies thromboemboliques veineuses, les phlébites et les embolies pulmonaires. Non, en arrière. Il faut savoir que la contraception œstroprogestative augmente à elle seule, augmente le risque d'AVC, multiplie le risque d'AVC de 2,7, de 75. Alors si en plus de l'œstroprogestatif, la femme elle fume, ce risque est multiplié par 15. Si en plus de la contraception, le tabac, la femme a la migraine, le risque est multiplié par 35. C'est énorme, le risque d'AVC. C'est pour cela qu'il est important de rechercher tous ces éléments-là lors de la consultation pour contraception et c'est ça qui va dicter par la suite les contre-indications. La pilule œstroprogestative multiplie également le risque d'IDM par 4,2 si elle est associée au tabac. Et puis, elle a aussi des perturbations métaboliques. Elle augmente l'insulinorésistance et elle augmente les triglycérides. L'HTA et contraception. La prise d'œstroprogestatif augmente systématiquement la pression artérielle, ne serait-ce qu'un petit peu. Après, ça dépend de la pression artérielle antérieure. La fréquence d'apparition d'une HTA après introduction d'une œstroprogestative peut aller jusqu'à 8,5%. Heureusement que l'arrêt de cette contraception permet de revenir à la pression antérieure. Ce qui a fait modifier les recommandations de la Société française de cardiologie en 2018 par rapport à la contraception chez la femme hypertendue, contre-indiquant l'utilisation de l'œstroprogestatif en première intention. Donc, il est recommandé d'utiliser le dispositif intra-utérin et les progestatifs par voie orale ou bien locale sous-cutanée, c'est-à-dire l'implant. Si mauvaise tolérance ou échec de ces méthodes-là, seulement dans ce cas-là, on va regarder la pression artérielle de la femme. Est-ce qu'elle est bien contrôlée ou mal contrôlée? Si elle est bien contrôlée, là, on réfléchit. On regarde s'il y a présence d'autres facteurs de risque. Et là, la contraception sera discutée au cas par cas et un avis spécialisé sera demandé si besoin. Dans le cas où la pression artérielle n'est pas contrôlée, on ne réfléchit même pas. C'est une contre-indication formelle à la contraception œstroprogestative. Et là, si on fait le pont vers le cours de l'HTA, dans le chapitre HTA résistant, parmi ces causes, on retrouve la prise d'œstroprogestatif. On a fini avec le risque artériel, on revient au risque veineux. La contraception œstroprogestative augmente le risque veineux. La prise d'œstroprogestatif multiplie par 3 à 6 la maladie thromboembolique veineuse chez les femmes utilisatrices, ici en vert, contre les non-utilisatrices, ici en rouge. Et cette augmentation évolue avec l'âge parce qu'on sait que l'âge est un facteur indépendant de maladie thromboembolique veineuse. Cette plaque, je l'ai faite pour situer un peu le risque de la thrombose veineuse avec la contraception par rapport aux autres facteurs de risque de thrombose qui sont nombreux. Là, on sommes dans la contraception qui multiplie le risque par 3 à 6. Par contre, la grossesse, elle fait beaucoup plus. Elle multiplie le risque par 8. Et bon, après, la contraception, elle fait aussi moins que les traumatismes et l'immobilisation, mais par contre, elle dépasse les varices, l'obésité et les autres maladies inflammatoires. Heureusement que ce surrisque de thrombose veineuse disparaît avec l'arrêt de la contraception environ 2 mois après. L'évolution de la contraception œstroprogestative. On a dit que c'est une combinaison entre un œstrogène et un progestatif.
Depuis son apparition vers les années 60 jusqu'à nos jours, cette contraception a connu beaucoup de modifications dans le but de mieux contrôler les événements indésirables, notamment thromboemboliques. Du côté de l'œstrogène, on a joué, c'est le même, c'est toujours de l'éthényl-œstradiol, on a joué sur les doses. Au départ, c'était du 50 microgrammes, qu'on appelle normodosé, puis on a baissé à 30 et beaucoup plus par la suite, qu'on appelle microdosé. À ne pas confondre avec la microprogestative, qui elle, c'est un progestatif seul. Ici, on parle d'œstrogène et de progestatif. Du côté du progestatif, par contre, on a inventé successivement dans le temps, plusieurs molécules de progestatifs. On parle de génération de progestatifs. La première génération a été abandonnée, on n'en parle plus. Deuxième génération, c'est le lévonorgestrel. C'est la référence. C'est le plus utilisé pendant très longtemps. Et c'est celui-là qu'on retrouve par exemple dans la microgynon, dans la DEPA, dans le Minidril, par exemple. Le lévonorgestrel, la pilule avec ce progestatif, il est très bon. L'ennui, c'est que ce sont ses effets androgyniques. Les effets androgyniques, c'est-à-dire de l'hirsutisme, de l'acné, de la prise de poids, qui sont gênants pour les femmes. Donc, on a inventé d'autres générations de progestatifs qu'on appelle anti-androgéniques, qui n'ont pas ces effets, qui sont plus confortables. L'utilisation, donc ce sont ceux-là qu'on va retrouver dans le Marbelan, Mercilan, Méliane, la fameuse Diane 35 qui a fait du bruit. L'utilisation de ces progestatifs seuls ne pose pas de gros problèmes, mais c'est leur association avec l'œstradiol et le climat hormonal que ça génère qui est incriminé dans l'apparition, dans la survenue de la maladie thromboembolique veineuse. C'est illustré dans cette étude publiée par le Collège européen de gynécologie en 2021 où il montre l'évolution du climat hormonal par rapport aux accidents thromboemboliques depuis ici en ordonnée, depuis l'apparition de la pilule en les années 60 à nos jours en abscisse. Pendant longtemps, on a utilisé donc le lévonorgestrel ici. C'est le même qu'on a utilisé. On n'a fait que baisser les doses d'éthényl-œstradiol. En baissant les doses de l'œstradiol, les accidents thromboemboliques, la courbe d'en bas, aussi a baissé. Et puis, vers les années 90, avec l'arrivée des progestatifs de troisième génération, anti-androgéniques, en baissant l'effet androgénique, il y a eu une réascension des accidents thromboemboliques et ça a fait scandale médiatique, si vous vous souvenez de l'affaire de la Diane 35. D'où la recommandation d'utiliser la pilule de deuxième génération en première intention, de ne passer à la troisième génération que s'il y a une intolérance. Un autre paramètre important à connaître pour la surveillance, c'est que ce risque est plus important la première année d'utilisation. C'est ce qu'on appelle l'effet starter. Bon, là je passe. On passe au risque néoplasique avec les progestatifs. Longtemps surestimé, ce risque néoplasique. Effectivement, il y a une augmentation du risque de cancer du sein avec les œstroprogestatifs. Mais c'est une augmentation légère. Le risque relatif est estimé à 1,24 et ce risque va baisser après l'arrêt de la pilule jusqu'à disparaître 10 ans après l'arrêt. En contrepartie, il y a l'œstroprogestatif diminue le risque de cancer de l'ovaire, ce qui a fait dire aux experts que la balance bénéfice-risque de la contraception œstroprogestative par rapport à ces deux cancers-là est favorable parce que d'un côté, l'augmentation du risque de cancer du sein est légère et le cancer du sein est dépistable alors que le cancer de l'ovaire n'est pas dépistable. Et puis, par ailleurs, on a dit que cette contraception diminuait le risque de l'endomètre et du côlon.
du risque du cancer de l'endomètre et du cancer du côlon. En pratique, donc pour les contre-indications, vérifiez à chaque consultation les contre-indications. Il y a les contre-indications absolues, les contre-indications cumulatives. Les contre-indications absolues, on l'a vu, c'est l'HTA, la migraine avec aura, c'est une contre-indication absolue. Les antécédents personnels de tumeurs hormonodépendantes comme le cancer du sein. Alors là, j'insiste sur personnel, c'est-à-dire que l'antécédent familial de cancer du sein n'est pas une contre-indication à la pilule œstroprogestative. Et puis, il y a par contre les antécédents personnels et familiaux de maladie thromboembolique veineuse est une contre-indication, familiaux c'est premier degré. Les antécédents personnels ou familiaux d'événements cardiovasculaires est une contre-indication, surtout s'ils surviennent chez des parents jeunes. Et puis il y a toutes les autres aussi, les anomalies de l'hémostase héréditaire comme la thrombophilie. Et l'âge supérieur à 40 ans, c'est une contre-indication relative, c'est une recommandation. Les antécédents, les contre-indications cumulatives, c'est l'âge supérieur à 35 ans, le tabagisme, l'obésité et la migraine sans aura. Ici, migraine avec aura absolue, migraine sans aura cumulative. Cumulative, c'est-à-dire que s'il y a un seul paramètre, ce n'est pas une contre-indication. Ce n'est pas en première intention, mais ce n'est pas une contre-indication. Si l'association de deux de ces paramètres, c'est une contre-indication. Alors, ici, je ne dis pas tout, évidemment, mais pour nous, les généralistes, c'est ce qu'on voit le plus. Après, il y a des contre-indications spécifiques chez certaines femmes porteuses de pathologies particulières, généralement suivies chez des spécialistes. Il ne faut pas hésiter à demander avis et vérifier à chaque fois au besoin. Le cas particulier du diabète. Alors, le cas particulier du diabète et de la dyslipidémie. En première intention, ce qui est recommandé, c'est la microprogestative ou bien le dispositif intra-utérin. En deuxième intention, on réfléchit. La contraception, quand on dit en deuxième intention, c'est-à-dire si la première n'est pas tolérée ou n'a pas été efficace. En deuxième intention, donc l'œstroprogestatif, si il y a le respect de ces conditions-là. Le diabète inférieur à 20 ans, beaucoup plus on parle du diabète de type 1, il n'y a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, sans aucune complication, et si dyslipidémie, elle est bien contrôlée. Et souvent, dans le diabète de type 2, souvent elle est contre-indiquée parce que dans le diabète de type 2, on a rarement ces conditions-là. Une contraception œstroprogestative, ça se surveille. Surveillance clinique, à chaque fois on recherche ces facteurs de risque parce que ça évolue dans le temps, ça change dans le temps. Le poids, la tension, la tolérance et l'observance par rapport à l'efficacité. Et puis une surveillance biologique, c'est essentiellement la glycémie, les lipides à 3 mois de l'introduction, puis le rythme il est personnalisé selon les femmes entre 2 et 5 ans. On a fini avec la consultation, la contraception œstroprogestative. On passe au microprogestatif. Oraux, il y a le fameux lévonorgestrel, c'est le Microval, et le désogestrel, c'est la Cerazette. L'action de ces microprogestatifs, elle est principalement un effet barrière par épaississement de la glaire cervicale. L'effet antigonadotrope n'est pas systématique. L'avantage avec ces microprogestatifs, c'est qu'il y a très peu de contre-indications, car pas de complications cardiovasculaires majeures sous progestatif seul. Attention quand même, devant un événement thromboembolique récent ou sous contraception œstroprogestative, devant une tumeur hormonodépendante ou une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique sévère, principalement, globalement, ce sont les rares contre-indications. Ils sont recommandés en première intention dans tous les problèmes cardiovasculaires, dans le diabète, dans les dyslipidémies, etc. Les inconvénients sont l'observance nécessaire pour être efficace, c'est-à-dire il n'y a pas d'intolérance à l'oubli, surtout pour la deuxième génération. Voilà. Et puis des troubles tels que des métrorragies, des spotting ou aménorrhées, des mastodinies, la prise de poids, dont il faut impérativement informer la patiente.
Donc, les autres voies d'administration de progestatifs, je parlerai surtout de l'implant sous-cutané ou désogestrel. Chez nous, nous avons l'implanant de MST. Sa durée de vie est de 3 ans. C'est la plus efficace des méthodes contraceptives réversibles, car pas d'observance requise, donc pas de risque d'oubli. L'inconvénient, ce n'est pas remboursé et il obéit aux mêmes règles de prescription que les autres progestatifs. On passe au dispositif intra-utérin au cuivre. Alors son action c'est une réaction inflammatoire endométriale plus une action spermicide. Sa durée en général est de 5 ans. Il y en a parfois c'est plus après la pause. Les avantages, c'est que c'est une contraception longue durée d'action, réversible, donc il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de risque d'oubli, et puis ce ne sont pas des hormones, donc tous les soucis qu'on a avec les hormones n'existent pas ici. Les inconvénients, c'est des règles abondantes, des leucorrhées, parfois gênants, il faut en informer la patiente, parfois risque d'expulsion ou migration, d'où des contrôles échographiques réguliers, surtout la première année de la pause, un petit risque infectieux avec les mycoses, mais très rarement la perforation. La nulliparité n'est pas une contre-indication à la pose d'un dispositif intra-utérin. Dommage qu'il est rarement proposé pour ces femmes-là parce qu'il peut régler beaucoup de problèmes chez ces jeunes femmes pour qui la contraception hormonale pose un problème. Je pense aux diabétiques notamment. L'antécédent de grossesse extra-utérine n'est pas une contre-indication à la pose d'un DU. Le risque infectieux. L'antécédent d'infection génitale n'est pas une contre-indication. Mais attention, s'il y a fièvre ou des symptômes infectieux sous dispositif, il faut y penser. Être vigilant aussi aux patientes sous immunosuppresseurs et risques infectieux. Les AINES ne sont pas contre-indiqués avec le dispositif intra-utérin. Pendant longtemps, on pensait qu'en donnant des AINES, on diminuait l'effet du stérilet. Non, finalement, c'est faux. On peut prescrire des AINES sur un stérilet. Et puis, pour le DU au cuivre, faire attention si maladie de Wilson. Heureusement que c'est rare. Bon, je passe. L'efficacité. Donc, l'efficacité d'une méthode contraceptive est un paramètre important à prendre en considération lorsqu'on prescrit. L'efficacité est mesurée par l'indice de Pearl. Alors, pour rappel, l'indice de Pearl, c'est le nombre de grossesses survenues chez 100 femmes utilisatrices d'une méthode donnée pendant une année. On considère qu'une contraception est efficace si l'indice de Pearl est inférieur à 1. Je commence par la case du milieu, qui concerne les contraceptions par voie orale, hormonale, que ce soit progestatif ou œstroprogestatif. Alors, on voit que l'indice de Pearl théorique, ici, de 0,3, est très très bon. Mais par contre, en pratique, cet indice n'est pas bon, il est de 8. Au fait, c'est dû aux oublis. Les femmes oublient mais oublient parfois de prendre leur pilule. Plus haut, donc en vert, l'indice de Pearl il est très très bon. Ça concerne toutes les méthodes contraceptives longue durée, comme le dispositif intra-utérin ou bien l'implant sous-cutané. Là, l'indice de Pearl est inférieur à 1, que ce soit en théorie ou bien en pratique. Et je vous fais remarquer que l'implant sous-cutané est la méthode la plus efficace. L'indice de Pearl est proche de 0. Et puis en bas, en rouge, ce sont les méthodes barrières, comme les préservatifs, très mauvais, 15 et 20. Au total, donc le premier repère quand on prescrit une contraception, c'est déjà l'âge de 35 ans. Une femme moins de 35 ans sans antécédent, tout est permis. Le choix reste pour la patiente. Si contraception œstroprogestative choisie, en première intention, prendre une deuxième génération. Pour la femme supérieure à 35 ans, en première intention, c'est toujours un progestatif ou bien dispositif intra-utérin. En deuxième intention, donc si intolérance du premier, en deuxième intention, là, on coupe en deux. Si c'est une femme plus de 35 ans sans autres antécédents, on peut donner l'œstroprogestatif sous surveillance. Si c'est une femme
supérieurs à 35 ans avec antécédents à risque, notamment vasculaire, là, il faut réfléchir et, si besoin, avis spécialisé. La vigilance est requise devant certaines situations particulières. C'est la période du postpartum où le risque thrombotique est très élevé, donc faire attention. Devant les cas de malabsorption, comme la maladie cœliaque ou la RCOH, c'est par rapport à l'efficacité de la pilule. Et puis faire attention aux interactions médicamenteuses, par exemple avec les antiépileptiques. Faire aussi attention avec les patientes avec des maladies inflammatoires chroniques. On sait que les maladies inflammatoires chroniques, déjà en elles-mêmes, augmentent le risque cardiovasculaire et parfois leur traitement, les corticoïdes, augmentent aussi le risque de cardiovasculaire. En conclusion, donc la contraception est une découverte fabuleuse du XXe siècle, avec un énorme service médical et social rendu. La balance bénéfice-risque est largement favorable, cependant, il est nécessaire de bien connaître les effets délétères potentiels et notamment le risque vasculaire, facilement évaluable en consultation. La diversité des méthodes contraceptives permet d'adapter la prescription de façon très individuelle à chaque femme et à chaque période de sa vie. Et... Je vous remercie. Merci.